peut-être juste couper le micro, les 2-3 minutes au début avant. Ouais. Bah, vas-y. Tu me dis qu'on est à l'antenne. Bah, Coupe le micro. ouais, Christian, ou sinon au début on explique Je simplement. quitte la réunion. C'était ça. Voilà. Attends. Le seul truc que j'ai fait, c'est une connerie. Vous allez les gens. Ouais, tu peux admettre. Allez. Et là, on dira juste qu'on attend qu'il y ait, je sais pas, un petit peu de monde qui arrive. Comment on voit si on a la parole ou pas? Il y a combien de personnes qui sont rentrées sur. Ok. Il y a le micro d'activer. Ouais. C'est bon. Ouais. Bon, bonsoir à tous. Merci d'être là. Je vous propose qu'on attende encore quelques minutes. Je pense qu'il y aura un certain nombre de personnes qui vont nous rejoindre. Donc, je vous propose un peu de patience. Oh, ça va que... Sophie? Oui. Tu me vois? Ah, je te Oui. vois. Géraldine aussi. Ouais, j'ai vu Géraldine aussi. Je vais essayer de mettre en mosaïque. Je ne sais même pas comment on fait. Je ne vois plus. Je ne vois plus que toi maintenant. Ah bah, je suis la plus belle, c'est pour ça. Tu es la plus belle, ben moi je crois aussi. Comment ça se fait que j'arrive pas à mettre en mosaïque? Et tout le monde t'entend là. Ah, Sophie? Bon. Go, go, go.
Bien, ben, bonsoir à tous. Je vous propose qu'on démarre, hein. On a déjà une trentaine de participants. Donc, on va commencer maintenant. Les règles habituelles du Zoom, c'est de vous donner un peu quelques règles, hein, justement pour faciliter le déroulement. Donc, on a coupé vos micros. Alors, dans un premier temps, laissez-les éteints, voire les caméras également pour la fluidité du webinaire. On vous propose de mettre votre nom et la structure pour qu'on sache un peu qui est présent. Vous pouvez poser vos questions via la boîte de dialogue. On vous apportera les réponses au fil à la fin de chaque séance. À la fin du webinaire, vous pourrez prendre la parole. Et enfin, pour vous dire que la conférence est enregistrée, donc on vous donnera un lien et vous aurez la possibilité de la revoir. Donc, je vais d'abord, on va regarder un peu ce dont on va parler ce soir. Donc, on va faire un rapide rappel sur le décret tertiaire. Ensuite, on vous montrera la méthodologie. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà fait au premier webinaire, mais sans doute vous n'étiez pas tous présents et ça fera un petit rappel. Donc, la méthodologie pour s'enregistrer sur Opera, faire sa déclaration. On aura un petit temps de questions-réponses. Ensuite, on vous fera une démonstration sur la plateforme, comment rentrer vos bâtiments. Et à la fin, on réservera ça à des échanges. Moi, je suis Christian Fleury de Lasder, je suis responsable du pôle collectivité. Donc, je ferai la première partie de ce webinaire. Et à mes côtés, vous avez... Donc, moi, je suis Romain Pichot, je suis économe de flux au SDES et je travaille sur le secteur de Grand Chambéry. Et Augustin Orvin, conseiller en énergie au SDES sur les secteurs de Tarentaise et Arlisère. Donc, Augustin va plutôt rassembler vos questions, en faire la synthèse et après, on tâchera à nous trois d'y répondre. Et puis, Romain vous fera la démonstration sur la plateforme Opera. Donc, je vous propose de démarrer. Donc, les rappels sur le décret tertiaire. Il faut savoir déjà que le décret tertiaire, il a un objectif. Hein, il a un objectif de limiter toutes les périodes qu'on vient de passer. Hein. Cette carte météo, elle n'est pas plus vieille qu'il y a 10 jours. Hein, donc, on commence vraiment à comprendre les enjeux de la rénovation énergétique et de la consommation énergétique. Il y en a d'autres, mais celui-là est le principal. Hein. Limiter le changement climatique, ça fait un petit moment qu'on commence à y travailler, je dirais, par diverses lois. Hein. Vous les voyez affichées à l'écran, la dernière étant la loi Elan. Et le décret tertiaire date, lui, de 2019, où on voit la méthodologie et tout ce qui a pu en décliner. Hein. Donc, ce décret tertiaire, il a un double objectif. On vient de le dire, la consommation énergétique des bâtiments, donc du parc tertiaire. Mais dans cette rénovation qui est à planifier dans le temps, il ne faut pas oublier des éléments importants qui sont le confort des usagers. Hein, on parle de confort de plus en plus maintenant, de confort d'été, et également le fonctionnement des bâtiments. Enfin, il est donc, comme je vous le dis, il est issu de la loi Elan. Hein, vous voyez cette chronologie du décret tertiaire 2019. Et depuis, il y a des arrêtés qui ont fixé la méthode et qui fixent aussi ce qu'on va appeler les valeurs seuils d'objectifs en valeur absolue. Mais ça, on rentrera un peu plus dans le détail ultérieurement. Et on voit qu'il y a aussi d'autres arrêtés qui sont programmés pour la fin de l'année. Donc voilà à peu près pour les quelques grandes lignes du décret tertiaire. Maintenant, on va regarder comment on va réunir les informations et déclarer ça dans la démarche à suivre. Donc, sachez qu'il y a une date qui est le 30 septembre 2022. À cette date-là, vous devez avoir théoriquement déclaré votre patrimoine et vos consommations sur la plateforme Opera. Donc, la méthode à suivre, en fait, c'est dans un premier temps identifier les bâtiments qui sont assujettis au décret tertiaire. On verra notamment pour les petites communes qu'il y a quelques pièges. Certaines sont assujetties sans le savoir. Ensuite,
une fois que vous avez identifié ce patrimoine assujetti, vous avez un certain nombre de données à recueillir. On le verra, des surfaces, des consommations. Quand vous avez recueilli toutes ces données, vous allez avoir à les renseigner sur la plateforme Opera, la démonstration que vous aurez ensuite. Et une fois que vous aurez ça sur la plateforme également, vous aurez à définir une année de référence à partir de laquelle sera calculée seront calculées vos économies d'énergie. Alors, dans un premier temps, c'est identifier les bâtiments assujettis. Donc, la première question à vous poser, c'est est-ce que mon bâtiment abrite une activité tertiaire? On en a listé quelques-unes à côté. Donc, des bureaux, votre mairie, oui, c'est des bureaux. L'école, c'est l'enseignement. Vous avez divers bâtiments qui peuvent accueillir des activités sportives, culturelles, du commerce, donc de la résidence touristique. Donc, tout ça, c'est de l'activité tertiaire. Si votre bâtiment n'accueille pas une activité tertiaire, vous n'avez pas de problème, vous n'êtes pas assujetti. Par contre, s'il en accueille une, il y a une seconde question à se poser, c'est est-ce qu'il est supérieur à 1000 m²? Supérieur à 1000 m², oui, vous êtes assujetti. S'il ne l'est pas, on ne s'arrête pas là. Il y a deux notions qui sont importantes à connaître et c'est là où il y a, je dirais, un petit piège pour les plus petites communes, c'est la notion d'unité foncière ou la notion de site. On va considérer, on va rentrer dans le détail après, une unité foncière où il y a plusieurs bâtiments. Si cette somme dépasse 1000 m², vous allez être assujetti au décret tertiaire. Donc, s'il n'y a pas cette notion-là, vous n'êtes pas assujetti. S'il y en a une, vous l'êtes. La notion d'unité foncière, alors elle est parfaitement décrite dans la FAQ de la plateforme Opérate. On verra tout à l'heure, mais sachez qu'il y a une foire aux questions qui est très détaillée où il y a énormément d'informations. Elle est conséquente, mais on trouve près de 90% des réponses à nos questions. Donc, je l'ai un peu reformulé pour sortir du jargon juridique. Une unité foncière, c'est une parcelle ou un ensemble de parcelles contiguës appartenant au même propriétaire. Démonstration sur une commune. Vous voyez la vue aérienne du patrimoine communal et on y aperçoit une salle polyvalente, mairie, école, bibliothèque, ateliers municipaux. Chaque bâtiment lui-même est bien inférieur à 1000 m². Par contre, si on regarde la répartition des parcelles, on s'aperçoit que les parcelles qui comprennent ces bâtiments sont contiguës et appartiennent au même propriétaire, c'est-à-dire à la commune. D'un seul coup, on a un raisonnement qui est d'additionner les différentes parcelles et là, on s'aperçoit que la surface est supérieure à 1000 m². Donc, ces 4 bâtiments sont soumis au décret tertiaire. Un exemple, c'est qu'en face de la petite route, il y a un bâtiment qui est également propriété de la commune, mais qui sont des hangars. Ce bâtiment ne fait pas partie de l'unité foncière puisqu'il y a cette route qui coupe le terrain en quelque sorte, donc il est exclu de l'unité. Donc une chose à identifier, notamment pour les petites communes, c'est savoir si vous avez des bâtiments qui sont sur des parcelles contiguës, auquel cas vous répondez à ce critère d'unité foncière. La seconde notion est la notion de site. Donc, un site regroupe plusieurs bâtiments exploités par la même entité et qui possèdent un lien fonctionnel. On souligne le lien fonctionnel parce qu'il est important, puisque c'est lui qui va décider si les deux bâtiments doivent être considérés ensemble. Exemple, la mairie sur une parcelle et l'école primaire sur une autre. On dit la mairie n'a pas de lien fonctionnel avec l'école, même si la surface est supérieure à 1000 m², les deux bâtiments ne sont pas assujettis. Autre exemple, si en revanche on a une école primaire, une école maternelle et un restaurant scolaire, on voit bien que là il y a un lien fonctionnel entre ces 3 bâtiments et dans ce cas, si on a une surface supérieure à 1000 m², on a des bâtiments qui sont assujettis au décret tertiaire. Une fois qu'on a pu réunir ça au niveau du bâtiment,
réunir ces informations, savoir si le bâtiment est soumis ou pas, on a une autre notion qui est l'entité fonctionnelle. Alors, l'entité fonctionnelle, elle peut être à l'échelle d'un bâtiment ou à l'échelle de plusieurs bâtiments. Sachez que le lien fonctionnel, en fait, c'est un espace qui est utilisé entre un propriétaire ou un locataire au sein d'un même bâtiment ou ensemble de bâtiments assujettis. Donc, on a un binôme propriétaire-utilisateur. On va essayer d'éclaircir cette notion sur cet exemple. Si on a une unité foncière entre ces deux bâtiments, donc qui sont tous les deux assujettis, on va dire qu'on a une entité fonctionnelle A qui va correspondre à la mairie et une entité fonctionnelle B qui va correspondre à l'école. L'intérêt dans la distinction des deux, c'est qu'on a des bâtiments qui n'ont pas la même, qui ne sont pas de la même catégorie, qui ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, à l'échelle de cette unité foncière, on a deux entités fonctionnelles de bâtiments, donc on fera deux déclarations dans Opéra. Une pour l'école, une pour la mairie. On a un autre schéma qui est à l'échelle d'un bâtiment. Par exemple, sur ce bâtiment, on a le rez-de-chaussée qui est occupé par les bureaux de la mairie de la commune. Donc, on a une première entité fonctionnelle. On a le premier étage qui est occupé par les bureaux de la Comcom. Donc là, la mairie, la commune est propriétaire du bâtiment, mais la Comcom utilise le premier étage. Donc là, on a une entité fonctionnelle et on a un lien entre le propriétaire et la Comcom. Troisième cas, on a des bureaux d'association qui utilisent le deuxième étage. Donc, on a un autre utilisateur de bâtiment qui est l'association. On va faire une troisième entité fonctionnelle sur ce bâtiment. Donc, comprenez bien que cette notion d'entité fonctionnelle qui peut se décliner soit à l'échelle d'une unité foncière, soit à l'échelle d'un bâtiment, doit regrouper des zones qui ont un même usage avec le même utilisateur, pour simplifier. On a là donc trois entités fonctionnelles. On fera trois déclarations dans Opéra. Donc, quand vous entrez sur la plateforme, vous verrez tout à l'heure, vous avez tous les renseignements de l'identité de la commune et de l'identité du patrimoine. Et au moment de déclarer vos entités fonctionnelles, il faut vous poser cette question. On a le cas 1, donc bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires. Donc, cas 1A, c'est le cas où votre école, il n'y a que cet usage-là à l'intérieur. Donc, on a une seule entité fonctionnelle. Le cas 2, c'est celui qu'on vient de voir à l'échelle de notre bâtiment mairie, mais où il y a plusieurs occupants. Donc, on est au cas 1B, où on a plusieurs entités fonctionnelles à déclarer. Ensuite, le cas 2, c'est un bâtiment à usage mixte, donc qui va héberger du tertiaire et du logement. Donc là, on va déclarer que la partie tertiaire. Et enfin, le troisième cas, c'est l'ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou un même site, comme on vient de le voir. Donc là, vous aurez à déclarer ce type de configuration. Ensuite, maintenant, vous avez bien défini votre patrimoine, les entités fonctionnelles. Il va falloir regrouper d'autres éléments qui sont les surfaces pour qu'on ait des ratios de consommation au mètre carré. Donc là, on va considérer la surface de plancher. Et il va falloir aussi pouvoir classer vos bâtiments ou entités fonctionnelles par catégorie d'usage. Vous le voyez, vous avez un guide, tous ces documents qui s'affichent là sont disponibles sur la partie ressources de Opéra, mais on a entouré principalement le type de bâtiment, enfin le type de catégorie qui vont correspondre à une commune. Accueil petite enfance comme les MAM, les bureaux mairie, les salles polyvalentes médiathèques ou les écoles. Donc, vous définissez votre catégorie, ce qui va vous permettre, en fonction de la catégorie, les arrêtés dont j'ai parlé au tout début définissent des seuils de consommation par bâtiment. Des seuils en consommation en valeur absolue, on rentrera dans le détail après.
mais sachez que ces catégories servent à ça. Donc, entité fonctionnelle, eh ben, il faut compter l'énergie ou savoir combien consomme votre entité fonctionnelle. Donc, je suis dans le cas de mon école, il y a une mono-occupation, il y a un compteur électrique, il y a un compteur de gaz, une entité fonctionnelle, on est dans un cas simple. On a nos 2 points de comptage pour la même entité fonctionnelle. Ça se complique un peu quand on a un bâtiment avec 2 occupants. Si on reprend l'exemple du bâtiment mairie avec les usages de mairie, Comcom et association, mettons qu'on ait 2 occupants, donc 2 entités fonctionnelles. Hein. Soit il y a un point de comptage différencié, auquel cas on va se retrouver par entité fonctionnelle, comme dans le cas du dessus, hein, une entité fonctionnelle, un point de comptage. C'est rarement le cas. Hein. On va plutôt se retrouver dans une configuration point de comptage commun. Alors, dans un premier temps, et c'est là où la relation propriétaire bailleur ou occupant est importante, c'est qu'il va, dans un premier temps, il va falloir se mettre d'accord à peu près sur une répartition. Hein. Donc, c'est vraiment en bonne entente qu'il va falloir réussir à se mettre d'accord, mais on verra dans les plans d'action à mettre en place après qu'il sera important de mettre du sous-comptage en place. Hein. Le sous-comptage en place pour avoir des données objectives qui vont vous permettre de savoir exactement qui consomme quoi. Sachez que dans ce décret tertiaire, là, je vous ai parlé des énergies avec des comptages, mais toutes les consommations sont prises en compte. Donc là, évidemment, consommation de chauffage, que ce soit fuel, bois ou autre. Hein. Mais quand je dis aussi toute consommation, ça va être tout l'éclairage, toute l'électricité spécifique. Donc ce sera assez important, on le verra dans les plans d'action, d'essayer d'agir sur l'ensemble. Une fois que vous en êtes là, vous arrivez presque au bout, hein, puisqu'il va vous falloir définir une année de référence qui doit être comprise entre 2010 et 2019. Hein. C'est cette année de référence qui va nous donner les objectifs à atteindre en 2030, 40 et 50 en valeur relative. On va vous expliquer juste après, mais il sera important d'aller chercher une année de référence dans cette fourchette, sachant que votre année de référence, évidemment, elle doit comprendre 12 mois pleins. Alors, à vous de choisir le début, la fin, 1er janvier, 31 décembre, 30 mars, 1er avril, ça c'est à voir. Hein, et vous devez rassembler l'ensemble des données de consommation, comme je l'ai dit, toutes les données de consommation. Si toutefois vous avez engagé des travaux pendant cette période, eh bien, évidemment, on va vous conseiller de prendre une année avant les travaux, hein, puisque votre marge de manœuvre est moindre si vous avez déjà effectué des travaux d'efficacité énergétique sur votre bâtiment. Alors, l'objectif, maintenant que vous avez déterminé votre référence, comme je vous le disais, il y a une valeur relative. Alors, cette valeur relative, elle est plus favorable pour les bâtiments peu performants. Valeur relative, ça veut dire qu'en 2030, il va falloir que vous ayez fait 40% d'économie d'énergie sur votre bâtiment, 50% en 2040 et 60% en 2050. Donc, si vous partez d'une passoire thermique, votre marge de manœuvre, elle est bien plus importante. Donc, la valeur relative est plus adéquate. Par contre, si vous partez déjà d'un bâtiment performant ou si vous êtes déjà sobre en consommation sur votre bâtiment, la valeur absolue sera plus favorable pour vous parce qu'il suffira de descendre en dessous d'un seuil dont je vous ai parlé tout à l'heure quand je vous ai présenté les catégories. Donc, cet objectif, il sera en fonction de chaque situation. Hein, et on le voit ici sur ce graphique. Vous avez soit la valeur relative, donc le haut, ce que je vous ai dit, le moins 40, moins 50, moins 60, et le seuil de valeur absolue à 2030, hein, dans le seuil en dessous duquel il faut aller si vous choisissez, enfin, si c'est la valeur absolue qui va vous être attribuée. En fait, c'est la plateforme qui va vous déterminer l'objectif et qui choisira l'objectif le plus favorable dans le cas de votre patrimoine. On a les seuils pour 2050, on vous a montré les arrêtés qui ont été publiés.
Malheureusement, on ne les a pas pour 2040 et 2050. Mais il faudra viser la performance si on cherche cet objectif à terme. Donc voilà pour exemple des seuils de valeur absolue. Nous, on est en Savoie, donc dans la zone climatique H1C. J'ai pris le cas d'une école élémentaire. Vous voyez les catégories au-dessus du tableau, enseignement et élémentaire. Donc voilà les consommations énergétiques CVC, chauffage, ventilation, climatisation. Donc pour une école Chambéry, on est à 72 kWh par mètre carré par an. S'ajoute à ça une composante d'intensité d'usage que vous voyez en bas, qui est de 20 kWh par mètre carré par an. Cette valeur intensité d'usage, on verra qu'on peut la moduler en fonction de cas, en fonction des cas. Mais sinon, elle vous est attribuée de façon, je ne trouve pas le mot, par défaut. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez déjà bien travaillé, sachant qu'après, il faut que vous ayez construit un plan d'action pour justement atteindre ces objectifs. Donc, dans ce plan d'action, en fait, les 4 leviers sont, on va dire, les 4 leviers de sobriété énergétique, les usages et l'exploitation. Sachez que, pour exemple, dans le scénario négawatt, où on trouve les 3 items qui sont sobriété, efficacité, renouvelable, dans ce scénario-là, on estime la sobriété à 30% d'économie d'énergie. Donc, pour atteindre les moins 40%, on peut déjà avoir un gros travail sur l'usage et l'exploitation du bâtiment. Tout ce qui est programmation de chauffage, éclairage. Donc, c'est un objectif qui n'est pas forcément inatteignable. Les seconds leviers concernent l'efficacité énergétique qui, là, sont plutôt sur l'investissement, donc la rénovation de bâtiments, le changement de système au rendement. Donc là, effectivement, ça nécessite d'y engager des fonds. Donc là, c'est peut-être de la programmation à plus long terme. Et vous avez ces 2 axes à travailler qui vous permettent déjà d'avoir de bonnes perspectives d'économie d'énergie. Ensuite, vous avez, si on voit que les objectifs sont difficilement atteignables, prenons l'église, par exemple, faire moins 60% sur une église par ne plus l'utiliser, c'est compliqué. Donc, on a des bâtiments qui peuvent être soumis aux architectes des bâtiments de France ou pour d'autres raisons sur des rénovations dont les coûts seraient exorbitants par rapport aux gains. Il faut constituer un dossier technique qui va permettre de justifier la non-atteinte ou une modulation des objectifs. Donc, les motifs peuvent être, comme je disais, techniques, économiques ou patrimoniaux. Enfin, et c'est aussi tout l'intérêt de rentrer dans cette plateforme Opéra, c'est de faire du suivi énergétique, parce que tous les ans, il va falloir entrer vos consommations donc, de l'année précédente. Ce sera tous les 30 septembre de l'année précédente, oui. Et on pourra suivre à ce moment-là quelle est l'évolution de votre consommation sur le bâtiment. Et au vu de cette évolution, vous aurez une sorte de petit label. Vous les voyez, des feuilles, la couleur est plus ou moins terne, et après, il y en a plus ou moins. Donc, ça va vous permettre, là, vous le voyez sur ce petit graphique, soit vous avez la valeur relative qui va entourer le trait rouge, soit vous avez l'objectif absolu qui est en dessous de la ligne horizontale du bas. Mais comme je vous dis, gros intérêt, hormis les objectifs, comme on l'a dit au tout début, qui sont vraiment importants, mais au moins pour vous, vous allez faire un suivi énergétique de votre patrimoine et c'est toujours très intéressant. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé pour cette première intervention, donc je vais passer la parole à Augustin qui va regarder quelques questions. On n'a pas eu de questions pour le moment, donc est-ce qu'on se prend un petit temps ou est-ce qu'on peut laisser 10 secondes, quelques secondes. S'il y a quelques questions, allez-y, sinon on va passer à la suite. Oui, Girard, ici, une petite commune de Cléry.
tout ce que vous demandez là, qui est-ce qui fournit le personnel pour pouvoir remplir tout ça? Parce que moi, je ne vois pas dans une petite commune de 400 habitants dans lequel je dirais, le personnel se réduit à deux, la secrétaire et un employé, qui est-ce qui va faire ce travail-là? Si ce n'est encore une fois de plus les élus qui ne sont pas forcément formés pour ça. Donc moi, j'ai tendance à dire qu'on nous prend vraiment, je dirais, pour des gens qui devront fournir du travail gratuit. Très bien. Là, je trouve que c'est inadmissible. Terminé. Je n'ai pas la réponse à votre question, hein, parce que nous, on va pas. Enfin, on l'aura. Si, on va avoir. Je reprends ce que j'ai dit. On verra à la fin ce qu'on vous propose comme aide ou accompagnement, notamment le SDES, on en parlera. Mais je dirais que dans une petite commune de 400 habitants, peut-être que, de toute façon, la première démarche à faire, c'est de savoir est-ce que vous êtes soumis au décret tertiaire ou pas. Est-ce que vous avez une école dans votre patrimoine? Est-ce que vous avez que votre mairie? Vous avez une salle polyvalente, des ateliers municipaux? La première question à se poser, c'est est-ce que vous êtes soumis au décret tertiaire? Si vous ne l'êtes pas, je dirais la question ne se pose plus. Après, si vous l'êtes, vous pourrez revenir vers nous. Alors, on verra les solutions qui vous sont proposées après. Mais je dirais que peut-être la première des démarches, c'est de se dire, je vais regarder mon patrimoine et puis peut-être la question ne se pose pas pour vous. D'accord. Merci. Alors, on a quelques questions qui sont arrivées sur le chat. Ouais, on va juste poser quelques questions du chat et puis on reviendra vers vous après. Donc, quid des changements de locataires depuis 2019 et des surfaces communes intérieures et extérieures, notamment l'éclairage du parking? Pour tout ce qui est changement de locataire, en fait, la responsabilité, du coup, elle est partagée entre... Non, on ne tient pas compte des logements. Non. Elle est partagée entre propriétaires et locataires à la date de la déclaration. C'est-à-dire que c'est le locataire qui occupe actuellement le bâtiment qui est responsable de la déclaration sur Opéra. Alors, avec cette précision qui vient d'être faite en direct, hein, on parle de locataire occupant, mais qui exerce une activité tertiaire. On est bien d'accord. Oui, bien sûr. Pour tout ce qui est parking extérieur à un bâtiment, par exemple, si c'est vraiment des petites places de parking devant le bâtiment et que vous avez des éclairages extérieurs, si les départs électriques associés sont raccordés au même compteur que celui du bâtiment, dans ce cas, ils sont compris dans la consommation du bâtiment. Donc, ils sont pris en compte dans les consommations à déclarer. Deuxième question, qui va vérifier que les consommations que je déclare sont correctes? Je pourrais les gonfler un peu. Alors, l'objectif, c'est de pouvoir justifier, donc c'est ce que Christian disait tout à l'heure, de pouvoir justifier des consommations que vous déclarez, soit grâce à des factures que vous avez, soit avec des relevés de compteurs. Aujourd'hui, on n'a pas les détails sur les méthodes de contrôle qui vont être mises en œuvre. Mais voilà, en tout cas, on va vous encourager à gonfler les chiffres. Alors, on a une question également. Avec des salles de vente, bureaux et logements, doit-on tenir compte également des logements? Non. Non. Donc non, effectivement, les logements ne sont pas pris en compte. Donc vous pourrez, disons que si le logement est à l'intérieur d'un bâtiment tertiaire assujetti, si le logement a un compteur électrique dédié, vous pouvez ne pas le prendre en compte. Non, mais on rêve. Et c'était tout. Et donc, je reconfirme, je l'avais précisé dans le chat, mais le PowerPoint ainsi que la présentation seront mis à disposition sur les sites internet de la SDR et du SDES. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Allez-y, une intervention? On peut intervenir? Oui, une dernière? Oui, c'est pour Emmaüs. On a des salles de vente, on a des bureaux, et on a aussi un dépôt où les donateurs viennent poser les dons. Cette partie-là compte aussi.
Parce qu'il y a une continuité, sur le terrain, sur le site. Il y a une notion de site là. Ouais. C'est bien un espace fermé dont vous parlez. Pardon? C'est bien un espace fermé dont vous parlez. Oui, c'est un dépôt, qui a des ateliers à l'intérieur et où sont traités les dons à leur arrivée. Nous, c'est un peu particulier quand même, mais voilà. Oui, c'est assujetti. Tout ce qui est locaux de stockage sont Oui. compris dans le secteur tertiaire. D'accord. Okay. Faudra-t-il déclarer toutes les sortes d'énergie? Donc oui, comme l'a précisé Christian tout à l'heure. Un bâtiment supérieur à 1000 m² avec plusieurs propriétaires qui ont chacun moins de 1000 m², que se passe-t-il? En général, dans ces configurations-là, on a la configuration d'une copropriété. Ouais. Et là, tous les propriétaires, dans ce cas-là, sont assujettis. Ouais. Ça fera 3 entités fonctionnelles. Enfin, autant d'entités que de propriétaires. Mmh. Je pense que c'est la suite. Ok. Tiens. Pour les communes, Elisabeth Sauvageon de Méribel-les-Échelles, la communauté de communes Cœur de Chartreuse, nous avons beaucoup de bâtiments et ça veut dire que pratiquement on peut regrouper, il va falloir compter tous ces bâtiments, même ceux qui ne sont pas sur une même unité foncière. C'est ce que je n'ai pas bien compris là encore, cette histoire d'unité foncière. Parce qu'on a deux, par exemple, on a une école, bon, là, il y a une école qui va être regroupée, ça va bien, mais il y en a une autre, il y a donc une école avec une garderie qui est séparée par un espace qui est un particulier. Donc, est-ce que là, on va pouvoir le compter ou pas? Non, là, je pense qu'on pourra séparer les 2 écoles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'après, il faut savoir on n'est pas complète, enfin, les configurations. On pourra, mais on ne va pas trop entrer dans le détail, mais on peut aussi travailler à l'échelle d'un patrimoine. D'accord. Là, dans ce cas-là, je ne suis pas sûr, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne sais pas si on travaillera à l'échelle d'un site. Ben, là, a priori, je ne dirais pas que ce soit un site. Il faut vraiment regarder sur les parcelles cadastrales. Tout à l'heure, justement, on va afficher Géoportail et les différentes, la carte des parcelles cadastrales. Il faut vraiment voir si vous avez une continuité entre vos parcelles, quand vous êtes propriétaire. Oui, entre les 2. Non, mais même si on n'est pas. Non, je pense qu'il n'y a pas de continuité. Par contre, il y a les questions de comment vous disiez tout à l'heure, du fonctionnement en fait. Parce que voilà. Donc, ouais. C'est pour ça que je me posais cette question-là. Ça veut dire que dans le primaire, l'école élémentaire… Les deux écoles vont être regroupées, mais il y a toujours une garderie qui va être de l'autre côté en fait, qui va être… Alors, garderie, le centre de loisirs, ou voilà, des choses qui vont rester… Oui, mais là, à mon avis, il y aura accueil. Je ne suis pas sûr qu'on pourra les lier. Voilà, c'est ça. Ouais, non, mais c'est bien ce que je pensais. Accueil. Non. Ok. Non, il y a une parcelle particulière entre les 2. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de particularités dans chaque village, surtout dans les petits villages qui sont un petit peu, qui ont des bâtiments un petit peu de partout, hein, parce que nous, on doit avoir 300 mètres de différence entre le service technique et même si c'est une toute petite ville, un tout petit village, entre le cœur du village et les services techniques de la mairie, par exemple. Enfin bon, voilà. Oui. Oui, pardon, oui. Pour que la notion de site s'applique, effectivement, il y a la notion de lien fonctionnel entre 2 bâtiments qui fait qu'on peut appliquer la notion de site. Il faut tout de même quand même aussi qu'il y ait une certaine proximité entre les 2 bâtiments. Si vous avez 2 bâtiments à l'autre bout de votre village, a priori, il y a peu de chances que il y a vraiment un lien fonctionnel s'il y a une telle distance entre les 2. Tout à fait, oui. Mais sur la notion de site et de lien fonctionnel, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de juger. Là, notamment par rapport à votre garderie, votre école, ce n'est pas évident de vous donner une réponse comme ça. Ça dépend effectivement, je ne sais pas si c'est personnel, si la notion de personnel va rentrer en compte, si
Est-ce que c'est le personnel de l'école qui va venir également travailler en garderie? Oui, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent changer. Voilà. Comme les salles d'association qui sont dans le même bâtiment que la cantine et qui n'ont pas de compteur particulier. Donc, ça veut dire qu'il va falloir mettre des compteurs de partout aussi pour pouvoir faire quelque chose de correct. C'est ça. Ouais. Mais pour finir sur la notion de site, on a vu dans des exemples qui sont cités, par exemple un campus universitaire, même s'il y a des bâtiments qui sont éloignés les uns des autres, le lien fonctionnel, il est évident. Bien sûr. Bon, bien sûr. Après, de toute façon, dans certaines configurations, je pense que ce sera à l'appréciation et ce ne sera pas arrêté, il y aura une tolérance sur la configuration. L'idée, c'est d'être, je dirais, le plus réaliste et objectif possible parce que l'intérêt, c'est aussi bien pour vous que pour mesurer les consommations de l'ensemble du patrimoine. D'accord. Je vous remercie. Donc, je vous propose de passer sur la deuxième partie de ce webinaire qui va porter sur la présentation de la plateforme Opera. Donc, Christian en a déjà parlé un petit peu. Qu'est-ce que c'est Opera? Opera, ça va être la plateforme, disons, opérationnelle du décret tertiaire. C'est sur cette plateforme que vous allez faire toutes vos saisies. Et notamment, là, en 2022, il va être attendu que vous saisissiez votre patrimoine assujetti, et même pour être plus précis, vos entités fonctionnelles assujetties, et que pour chaque entité fonctionnelle, vous déclariez les années de consommation 2021, 2020, et l'année de consommation qui vous servira de référence. Et ça tombe bien, dans la suite de ce webinaire, on va vous présenter un exemple justement de cette saisie qui est attendue cette année sur la plateforme. Donc, la première chose à faire pour vous, c'est de vous inscrire sur la plateforme. Là, je vous ai mis quelques captures d'écran de la procédure d'inscription. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail puisqu'il n'y a pas vraiment de complexité sur l'inscription sur la plateforme. En tant que structure assujettie, vous choisirez au départ à la question, vous choisirez que vous êtes un membre d'une structure assujettie. Vous devrez déclarer votre SIRET. Et grâce à votre SIRET, la commune, la plateforme pourra retrouver votre structure. Donc là, vous avez un certain nombre de champs à remplir et vous finalisez votre inscription en choisissant votre profil. Effectivement, la plateforme Opera vous donne la possibilité de choisir plusieurs types de profils pour une même structure, en sachant que pour une première inscription, quand vous allez rattacher un premier compte à une structure, vous ne pouvez choisir qu'un profil de type représentant légal ou un profil de type référent. Par la suite, il sera possible d'ajouter des profils différents à votre structure. Il faudra que ce soit validé, soit par le représentant légal, soit par le référent. Je vous présente aussi, avant de passer à la saisie, le guide utilisateur Opera. Il vous décrira justement toutes les saisies, toutes les procédures que vous pouvez faire sur Opera, notamment l'inscription, notamment la saisie d'entités fonctionnelles, le paramétrage de compte, la saisie de consommation, tout y est. Donc quand vous vous lancez sur la plateforme, n'hésitez pas à aller y jeter un œil, vous trouverez beaucoup d'éléments. Donc, nous, on va procéder à une saisie ensemble sur Opera. Donc, tout à l'heure, Christian présentait les éléments à recueillir avant de se lancer dans une saisie. Donc, nous, là, on a pris un exemple. On va déclarer une entité fonctionnelle du cas 1A, donc qui est un cas entre guillemets simple, où vous avez un bâtiment, un seul bâtiment, vous n'avez pas plusieurs bâtiments ou une partie de bâtiment, vous avez vraiment un bâtiment avec un seul occupant. Ça, c'est ce qui correspond au cas 1A. Nous, on va déclarer une mairie qui fait 1200 m² de surface et avec différentes zones. Comme vous disait Christian tout à l'heure, il faudra zoner votre bâtiment. Et donc là, on a pris comme exemple 20 m² de zone accueil public, 1080 m² de bureau et 100 m² de salle de réunion. On a ajouté une petite spécificité. La mairie s'est agrandie en 2021 avec le rajout d'une salle de réunion de 200 m².
Enfin, sur notre mairie, on a un compteur électrique et un compteur gaz pour le chauffage qui sont dédiés spécifiquement au bâtiment. Et notre mairie se trouve à une altitude de 500 mètres. Donc là, je vais passer sur la plateforme. On va procéder à la saisie. Donc là, je ne sais pas ce que ça s'affiche correctement. Oui. OK. Donc là, voilà la page d'accueil d'Opéra. Donc là, je suis connecté avec le compte du syndicat. Vous voyez, il y a plusieurs onglets qui se présentent à vous. Les saisies... Ah, justement, je me disais bien. Je me reconnecte. Les saisies que vous devrez faire se font sur ces onglets-là. Sur l'onglet EFA, qui signifie entité fonctionnelle assujettie, et sur l'onglet consommation. Donc là, c'est ici que vous allez déclarer vos bâtiments assujettis, enfin, vos entités fonctionnelles, et là, vos consommations. Je vous présente, avant de passer à la saisie, il y a un onglet ici, structure, qui, après votre inscription, vous présente la structure qui a été associée. Donc là, une structure, elle est unique, et elle est liée à votre sirène que vous avez déclarée pendant l'inscription. Pour une même structure, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des établissements. Vous pouvez en avoir plusieurs. Et là, ces établissements sont liés au SIRET. Dans le cas d'une commune, vous pouvez avoir plusieurs SIRET. Vous aurez toujours le SIRET qui est rattaché à la mairie, à l'hôtel de ville. Mais vous pouvez aussi également avoir des SIRET lorsque vous avez des écoles. Il y a aussi d'autres cas vraiment particuliers où vous pouvez avoir des SIRET, mais je ne vais pas en parler parce que je pense que c'est des cas qu'on ne rencontrera que très rarement. Donc là, on va passer à la saisie des entités fonctionnelles assujetties. Là, vous avez plusieurs sous-onglets qui apparaissent. Il y a un onglet recherche dans lequel vous verrez apparaître toutes les entités fonctionnelles que vous avez déjà pu rentrer. Un onglet déclaration quand vous voulez déclarer une seule entité fonctionnelle assujettie. Et un onglet d'import quand vous avez plusieurs que vous. L'onglet d'import, ça s'adresse quand même aux utilisateurs qui ont déjà un petit peu pris la main sur la plateforme, qui se sentent déjà à l'aise dans leur déclaration. Et là, il est possible de déclarer plusieurs entités fonctionnelles assujetties en même temps. Donc là, je vais déclarer une seule entité fonctionnelle. Donc on est dans le cadre d'une mairie. En tant que commune, on est propriétaire occupant. Il peut se présenter d'autres cas de figure comme, par exemple, vous êtes propriétaire non occupant ou vous êtes preneur à bail. Ce n'est pas notre cas. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le cas d'assujettissement, ça sera le cas 1A. Ça sera un cas où on a un seul bâtiment avec un seul occupant. Donc voilà, je sélectionne mon cas d'assujettissement. Sur cette étape, il vous est demandé de lier l'entité fonctionnelle à un établissement, donc à un SIRET. Donc pour une commune, dans le cas d'une commune, là, si vous déclarez par exemple votre mairie, vous allez retrouver le SIRET de votre mairie. Si vous déclarez des écoles, vous allez retrouver le SIRET de vos écoles. Mais il y a tout un tas de bâtiments, mettons des salles polyvalentes par exemple, qui n'ont pas de SIRET. Et donc là, vous choisirez la petite option ici, l'entité fonctionnelle ne dispose pas de numéro SIRET. Moi, je suis dans le cas d'une mairie, donc on va imaginer qu'on a le SIRET de notre mairie là, on le sélectionne. On passe à l'étape suivante, et donc là, la plateforme nous présente les assujettis. Les assujettis, il y en a deux. Il y a le propriétaire de l'entité fonctionnelle et son occupant. Là, dans notre cas présent, on a la même personne, mais on pourrait très bien avoir un cas où on a justement un bailleur et un preneur à bail, et donc là, le propriétaire et l'occupant seraient différents. Et donc là, on ne va pas trop rentrer dans le détail, mais on pourrait aussi également rentrer un syndicat de copropriété, par exemple. Donc voilà. Ici, on va choisir le cadre de reporting. Le cadre de reporting, qu'est-ce que c'est ? En fait, le cadre de reporting, ça va définir la période sur laquelle vous allez déclarer vos consommations. Typiquement, le cas standard, c'est que vous allez déclarer des consommations sur une année civile. Donc là, on se place en début de période au 1er janvier. Et donc, vous déclarerez vos consommations sur Opéra
entre le 1er janvier et le 31 décembre. Enfin, là, vous arrivez sur la partie qui concerne l'IUB. L'IUB, ça signifie identifiant unique bâtimentaire. Donc, nous, on est dans le cas où on a un seul bâtiment, donc on aura un seul IUB. Si vous étiez dans le cas où vous avez plusieurs bâtiments, un ensemble de bâtiments, vous devriez déclarer autant d'IUB qu'il y a de bâtiments. L'IUB, on le définit grâce aux caractéristiques de la parcelle cadastrale sur laquelle il est, et on va donner aussi la dénomination du bâtiment. Donc là, on a un lien sur la plateforme qui nous envoie vers Géoportail. Est-ce qu'il s'est ouvert? Oui. Donc là, Géoportail s'ouvre quand vous cliquez sur le lien qui est disponible sur Opera. Donc là, moi, je vais indiquer pour l'exemple l'adresse du STES, 81 rue de la Petite Eau. Ah, la motte Servolex, c'est ce qu'il va me trouver. C'est pas sûr. Que je vais juste mettre la motte Servolex. Voilà. Voilà, ça prend un petit peu de temps à charger. Voilà, ça charge. Donc, le SDES se trouve, je me trompe, ici. Donc là, vous voyez, on a la carte sur Géoportail qui affiche les parcelles cadastrales. Donc le SDES se trouve là. Et si vous voulez connaître les aléas du direct, si vous voulez connaître les caractéristiques de votre parcelle cadastrale, vous faites un clic droit sur la parcelle, puis vous affichez adresse et coordonnées du lieu. Et donc là, vous allez voir apparaître ici, parcelle, les caractéristiques de la parcelle cadastrale. Donc là, le premier élément, c'est le préfixe. Donc là, vous allez l'indiquer sur Opera. Après, vous allez chercher la section de la parcelle cadastrale. Et enfin, le numéro de parcelle cadastrale. Voilà. Et après, vous indiquez la dénomination de votre bâtiment. Donc là, nous, on est dans l'exemple de la mairie, donc vous indiquez mairie. Si vous étiez non pas sur un bâtiment unique, mais sur une partie de bâtiment, vous indiqueriez, là d'ailleurs, il faut le faire aussi, vous feriez la distinction entre les différentes parties de bâtiment grâce à un numéro de lot. Mettons, vous avez un bâtiment à 5 étages et on a un propriétaire par étage, et ben vous déclariez sur Opera, il y aurait un même IUB, mais avec 5 numéros de lot différents. Donc, quand vous avez choisi votre IUB, vous confirmez la saisie. Il apparaît en dessous. Hop. Vous validez. Et là, vous avez une synthèse de tous les éléments que vous venez de déclarer. Si tout est bon pour vous, vous enregistrez, vous terminez. Donc là, on vous présente la fiche détaillée de l'entité fonctionnelle. Et si, après, quand vous allez dans l'onglet, le sous-onglet Recherche d'une entité fonctionnelle assujettie, vous la voyez maintenant qui apparaît. Donc voilà pour la déclaration d'une entité fonctionnelle assujettie. Maintenant, on va déclarer une consommation. Donc, les sous-onglets se présentent de la même façon que les entités fonctionnelles assujetties, donc avec une recherche, une déclaration et un import en masse. Donc là, on va déclarer une consommation. Comme Christian vous l'a indiqué tout à l'heure, cette année, c'est une année où on va devoir déclarer 3 années de consommation, 2021, 2020 et l'année de référence. En sachant qu'il y a un ordre à respecter sur la plateforme, on va d'abord vous demander de déclarer 2021, puis 2020, puis l'année de référence. C'est un ordre à respecter. Je ne sais pas forcément pourquoi, mais c'est comme ça.
Donc, pour démarrer votre déclaration, vous devez choisir l'entité fonctionnelle assujettie sur laquelle vous allez déclarer votre consommation. Et donc là, voilà le moment où vous allez devoir zoner votre bâtiment. Donc là, vous cliquez ici sur « Ajouter une sous-catégorie ». Je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure, on s'était dit on est sur une mairie de 1200 m² qui a été agrandie en 2021 et avec des bureaux, une zone d'accueil et des salles de réunion. Donc là, on va déclarer tout ça. Donc la catégorie, c'est bureau. Donc là, je choisis bureau standard. On va prendre 1080 m² parce que c'est ce qu'on s'était dit au départ. On va se dire que la zone est chauffée et non refroidie. Voilà. Vous validez votre première sous-catégorie. Vous ajoutez la sous-catégorie suivante. Donc vous reprenez les bureaux. Une salle de réunion. Donc là, on s'est dit, en 2021, on a un agrandissement et on n'a pas 100 m², mais 300 m² de surface de plancher. Et on va se dire que cette salle de réunion est climatisée. Et j'ajoute ma dernière sous-catégorie qui est l'accueil public, qui est un petit peu plus bas, 1 m², non refroidi. Donc voilà, là vous avez zoné votre bâtiment. Et là, je fais une petite aparté. Vous voyez que j'ai zoné 20 m² de surface. Concrètement, sur un bâtiment de 1400 m², là, je l'ai fait pour être un petit peu exhaustif, mais la question peut clairement se poser de se dire, à quelle précision vous allez quand même zoner votre bâtiment? L'idée, c'est que ce soit représentatif du fonctionnement du bâtiment, sans partir non plus dans une complexité déclarative qui soit trop forte. Autre petite spécificité que je vous présente, il existe une possibilité, lorsque vous choisissez une grande catégorie d'activité, de prendre une valeur par défaut. Mettons là sur notre mairie de 1400 m², on n'a pas envie de s'embêter à la zoner. Et bien là, on peut choisir simplement, on a 1400 m² de bureau. La valeur par défaut, en fait, on n'en déclare qu'une pour tout votre bâtiment. C'est quelque chose qui simplifie la déclaration. Pour autant, ce n'est pas forcément à votre avantage, puisque en termes d'objectifs à atteindre, cette sous-catégorie va être particulièrement exigeante. Et donc, pour vous, si c'est possible, il sera plus avantageux de déclarer des sous-catégories, de bien zoner votre bâtiment. Ça sera plus facile, en procédant comme ça, d'atteindre les objectifs. Voilà. Vous passez à l'étape suivante, quand vous avez bien zoné votre bâtiment. Et c'est là que vous allez déclarer vos consommations d'énergie. Donc là, vous voyez, à gauche, vous avez toutes les différentes énergies qui sont listées. Et là, vous allez remplir les cases qui vous sont correspondantes à votre bâtiment. Donc nous, on s'était dit qu'il y avait de l'électricité. Donc là, je vais mettre un chiffre de manière complètement arbitraire. Je prends 10 000 kWh à l'année pour l'électricité. Et le bâtiment est chauffé au gaz naturel. Et là, je vais indiquer 100 000. Je prends des chiffres ronds, c'est plus facile. Il faut bien faire attention aux unités qui sont précisées là. Par exemple, là, sur du gaz ou du fuel, vous allez rentrer des volumes. Sur du bois, vous allez rentrer des kilos. Donc, prêtez bien attention à l'unité sur laquelle vous devez déclarer votre consommation d'énergie. En bas de page, vous aurez des champs concernant les consommations d'installation de recharge de véhicules électriques. Donc là, si vous avez des bornes de chargement, c'est là que vous indiquerez les consommations des bornes. Je passe à l'étape suivante. Quand vous rentrez vos consommations, la plateforme va les moduler. Va les moduler en fonction de deux choses. La première chose, c'est la rigueur climatique de l'année. Parce que certaines années vont être plus froides que d'autres, et donc, logiquement, vous allez consommer plus. Cette rigueur climatique est prise en compte par la plateforme qui va moduler les objectifs à atteindre en fonction
de la rigueur climatique de l'année. Là, par défaut, par rapport à l'adresse que j'ai rentrée, pour mon établissement, il va vous choisir une station de référence. Là, je vous indique, en Savoie, vous avez 3 stations météo. 73. Donc, vous avez la station de Bourg-Saint-Maurice. Ça sera pour des sites qui sont compris entre 800 et 1200 mètres d'altitude. La station de Chambéry, qui est là plutôt pour des sites compris à moins de 800 mètres d'altitude. Et la station de Haute-Luce, Col des Saisies, pour des sites qui seraient situés à plus de 1200 mètres d'altitude. Donc là, moi, je vais reprendre la station de Chambéry-Aix-les-Bains. Il y a une question qui est posée par la plateforme de savoir est-ce que vous avez un sous-comptage pour les consommations de chauffage et de refroidissement. Donc là, si c'est le cas, vous pouvez cocher oui et rentrer directement les consommations sous-comptées. Si ce n'est pas le cas, vous allez simplement indiquer quelle est la surface chauffée sur votre surface totale. Donc là, pour l'exemple, on va se dire, mettons sur les 1400 mètres carrés de la mairie, il y a 100 mètres carrés qui ne sont pas chauffés, peut-être un local d'archives, mettons. Et sur les 300 mètres carrés de la salle de réunion, on va se dire que tout est refroidi. Voilà. Et donc, ces données vont permettre de faire l'ajustement de la plateforme en fonction de la météo de l'année. Et il y a un deuxième point qui va venir moduler les consommations que vous rentrez, c'est l'usage du bâtiment. En effet, un même bâtiment, des fois, peut avoir un usage différent d'une année à l'autre, et ça, c'est également pris en compte par la plateforme. Vous avez des valeurs par défaut qui sont définies. Donc là, par exemple, pour la catégorie bureau, vous avez l'amplitude horaire annuelle, la surface de plancher par poste de travail et le taux d'occupation des postes de travail. Bon, là, moi, je vais garder les valeurs étalons. Hop, et je valide. Donc là, apparaît maintenant la synthèse de ma déclaration de consommation 2021. Donc là, je peux voir tous les éléments que j'ai déclarés. Et si c'est bon pour moi, j'enregistre et je termine. Là, j'arrive sur l'onglet de recherche des déclarations de consommation et je vois la déclaration de consommation 2021 qui a été rentrée. Là, je vais refaire la même chose pour 2020 et l'année de référence. Cette fois-ci, je vais aller plus vite puisque c'est exactement la même chose. Mais il y a juste quelques petites différences pour l'année de référence. Et c'est pour ça que je vais vous montrer. Comme ça, vous aurez tout vu, ce qui vous attend en termes de déclaration cette année. Donc là, il faut refaire votre zonage comme on l'a fait précédemment. Donc, mon bureau avec ses bureaux standards, 1080 mètres carrés chauffés, utilisés toute l'année 2020. Voilà, j'ajoute. Même chose pour les salles de réunion. Donc là, il y avait la petite différence, c'est qu'en 2020, on avait moins de salles de réunion, on n'avait que 100 mètres carrés qui étaient chauffés et refroidis. Voilà. J'ajoute la dernière qui est la zone accueil public. Hop. Qui se trouve ici. 20 mètres carrés. Voilà. Chauffé. Donc là, j'ai zoné mon bâtiment pour l'année 2020. Parce qu'effectivement, le bâtiment est susceptible d'être modifié d'année en année et son zonage peut évoluer. Les consommations, je les redéclare pour l'année. Donc là, je vais reprendre les mêmes chiffres. Je ne vais pas aller chercher plus loin. Voilà. Je n'ai pas de borne de recharge. J'enregistre, je valide. Je suis toujours sur ma même station météo. Et là, on va dire qu'on a toujours la même surface chauffée. Enfin, on a 100 mètres carrés qui ne sont pas chauffés plutôt, et 100 mètres carrés refroidis, toute la salle de réunion. J'enregistre. Là, on prend l'hypothèse que l'usage a été le même en 2021 qu'en 2020. Donc, je reste sur mes valeurs étalons. Je valide.
j'ai ma synthèse, et voilà pour 2020. J'enregistre et je termine. Dernière déclaration de consommation, là ça va être l'année de référence. L'année de référence, Christian vous en a parlé, c'est une année que vous avez choisie entre 2010 et 2019 et sur laquelle qui va servir de référence pour les moins 30, moins 40, et moins 40, moins 50 et moins 60% d'économie d'énergie. Donc là, il y a un travail préalable de savoir quelle année vous allez choisir. Et donc là, vous allez choisir l'année qui aura été la plus consommatrice entre 2010 et 2019. Ce sera le cas qui, pour vous, sera le plus favorable. Donc là, mettons, mon année la plus consommatrice, c'était 2018. Eh bien, je prends une année civile, l'année civile 2018, avec un début au 1er janvier et une fin au 31 décembre. Et là, je vais déclarer mon année de référence. Donc, je reprends mon entité fonctionnelle sur laquelle je vais faire ma déclaration. Ah oui, il n'a pas pris en compte. Donc là, hop, 1er janvier, voilà. Je valide. Et bien là, à partir de maintenant, c'est exactement la même chose que ce qu'on a pu faire précédemment. Donc là, je ne vais pas refaire le même détail. Vous avez compris un petit peu comment ça se passe. Je prends 1080 mètres carrés de plancher avec le chauffage. Et je ne vais pas faire mes autres sous-catégories parce que ça serait un petit peu redondant, mais vous avez compris l'idée. Je passe à l'étape suivante. Je redéclare mes consommations d'énergie. Donc là, voilà, je redéclare 10 000 d'électricité à l'année. Là, on va s'imaginer que c'est notre année de référence, donc on a consommé plus. On a 150 000 de chauffage, on a bien chauffé. On valide. L'ajustement climatique, c'est toujours la même chose. Bon, là, on va remettre 1080. On n'a pas de surface refroidie parce que je ne l'ai pas déclaré. On revalide mon usage. Là, je reste sur les valeurs étalons. Et voilà pour ma déclaration. Donc là, voilà, je viens de déclarer toutes les consommations qui seront attendues pour vous cette année, l'année 2021, l'année 2020 et l'année de référence. Donc là, pour une entité fonctionnelle, quand vous en êtes arrivé à ce niveau-là, vous avez déclaré tout ce qu'il vous fallait. Sur la plateforme, j'en profite tant que j'y suis. Il y a un certain nombre de ressources. Là, Christian l'avait évoqué déjà tout à l'heure. Vous avez cet onglet ressources, justement, qui va vous présenter le dispositif éco-énergie tertiaire, vous rappeler un petit peu exactement quelles sont les activités assujetties. Il y a des ateliers, des études de cas, des replays de webinaires. Voilà, donc vraiment, vous avez énormément de choses. Et la foire aux questions, qui est bien intéressante. Et donc là, c'est pareil, il y a quand même aussi pas mal de questions qui ont déjà été abordées et qui sont traitées. Vous pourrez trouver, le jour où vous lancez dans votre déclaration sur Opera, un certain nombre de réponses là-dessus. Donc je repasse sur ma présentation. Donc là, on a fait la déclaration de notre entité fonctionnelle. On est content. Je vais terminer en abordant un point particulier qui est le cas des unités foncières. Parce que c'est un cas qui risque quand même d'être assez fréquent pour les communes et les collectivités de manière générale. Donc les unités foncières, on en a parlé, c'est quand on a des parcelles cadastrales qui sont collées et qui appartiennent à la commune. Les parcelles communales qui sont collées forment une unité foncière. Et si vous avez des bâtiments sur votre unité foncière dont le cumul des surfaces fait plus de 1000 m², eh bien dans ce cas, tous les bâtiments sur l'unité foncière sont assujettis. Pour les unités foncières, j'insiste, il faut bien faire la distinction entre ce qui est assujetti et ce qui sera à déclarer sur la plateforme.
Donc, mettons, vous avez une unité foncière avec 10 bâtiments. Les 10 bâtiments sont assujettis. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous ferez 10 déclarations sur Opéra. Il faudra que vous déclariez vos entités fonctionnelles assujetties. Et parfois, une entité fonctionnelle assujettie va pouvoir regrouper un ou deux ou plusieurs même bâtiments. Donc, pour 10 bâtiments, vous aurez peut-être que 6 ou 7 entités fonctionnelles assujetties. Alors là, vous allez vous poser la question, comment je fais pour savoir qu'est-ce que je déclare comme entité fonctionnelle assujettie? Et donc là, il y a deux variables qui vont être importantes dans votre déclaration. Ce sont la prise en compte des points de comptage et de la fonctionnalité de l'usage du bâtiment. En fait, dites-vous que vous avez, mettons, 10 unités sur votre entité foncière, sur votre unité foncière. Donc, potentiellement, vous avez jusqu'à 10 entités fonctionnelles. Sauf que dans certains cas de figure, il va être vivement recommandé de regrouper ces bâtiments en une seule entité fonctionnelle. C'est le cas notamment si vous avez un point de comptage commun. Si vous avez une chaufferie qui alimente 3 bâtiments, mettons, et bien dans ce cas, Opéra et le ministère, par extension, vous invite fortement à déclarer une seule entité fonctionnelle pour ces 3 bâtiments. Il y a aussi la notion de fonctionnalité et d'usage qui va rentrer en compte. Si vous avez, mettons, un groupe scolaire avec un bâtiment, une maternelle, une élémentaire et une cantine, vous pouvez avoir des points de comptage différenciés pour ces 3 bâtiments. Si elles forment quand même une entité logique, une entité fonctionnelle, on retrouve le nom vraiment de fonction, de la fonction, et bien là, vous avez quand même la possibilité de se dire, je vais regrouper ces 3 bâtiments en une seule entité fonctionnelle. Je vais vous présenter quelques exemples qui vont vous permettre d'illustrer cela. Donc là, on est sur le cas d'une commune dont l'unité foncière est délimitée par la zone en bleu. Donc là, vous avez une unité foncière qui regroupe plusieurs parcelles cadastrales sur lesquelles vous avez 4 bâtiments, donc une école, une poste, une mairie et une maison de l'enfance. Combien d'entités fonctionnelles assujetties je vais déclarer? Là, j'ai un petit schéma qui me remonte mes 4 bâtiments. Pour mes 4 bâtiments, il s'avère que j'ai 4 compteurs. Donc, vous avez à chaque fois des compteurs spécifiques pour chaque bâtiment. Là, les petits pictogrammes, l'éclair représente un compteur électrique et la flamme un compteur gaz. Donc là, pour chaque bâtiment, on a un comptage dédié et on n'a pas forcément de lien évident, de lien fonctionnel entre les 4 bâtiments. Et donc là, on peut se dire qu'on va plutôt partir sur 4 entités fonctionnelles à déclarer sur Opéra. Et là, on les déclarera comment? On les déclarera comme ce que j'ai fait auparavant, le cas 1A d'un bâtiment unique avec un seul occupant. Voilà, je vais prendre un deuxième exemple. Sur la même commune, on a une autre entité fonctionnelle, donc un rassemblement de parcelles cadastrales, sur lequel on a 2 bâtiments, un gymnase et une salle des fêtes bibliothèque. Toujours la même question, combien d'entités fonctionnelles assujetties je vais déclarer? Et bien là, on a un cas particulier parce qu'on sera sur un bâtiment où vous avez une même chaufferie, ou même plutôt, ça peut ne pas être une même chaufferie, mais ça peut être des fois simplement un seul même compteur de gaz en commun. Et donc là, dans ce cas-là, vous allez être dans le cas où quand même il est fortement recommandé de déclarer une seule entité fonctionnelle assujettie. Et ce, même si vous avez vraiment un usage, une fonction qui est très différent entre les 2 bâtiments. Là, la plateforme vous invite vraiment à vous dire, vous déclarez d'abord une entité fonctionnelle assujettie pour avoir un comptage précis. Et s'il s'avère qu'il y a un usage très différent entre les 2 bâtiments, on va vous inviter à mettre en place du sous-comptage pour différencier les consommations. Et ensuite, une fois que vous aurez ce sous-comptage de mise en place,
vous pourrez déclarer 2 entités fonctionnelles assujetties sur la plateforme. Et donc là, dans le cas où vous déclarez une entité fonctionnelle assujettie au départ, en l'absence de sous-comptage, vous allez déclarer un ensemble de bâtiments, plusieurs bâtiments, et donc là, ça sera un cas 3 lors de la déclaration sur Opera. Pour vous aider, je vous ai indiqué sur la foire aux questions d'Opera, il y a des exemples de cas qui sont quand même assez intéressants, que vous pourrez retrouver, c'est les exemples de cas AN4 et AN5, qui justement vous présentent des cas de figure avec plusieurs bâtiments, plusieurs parcelles cadastrales, des unités foncières, pas vraiment de quoi s'amuser, et qui vous permettront de un petit peu mieux comprendre et savoir quand déclarer quoi. Là, je termine cette présentation sur les possibilités d'accompagnement qu'on propose aux communes, justement pour répondre tout à l'heure à la question qui était posée dans le cadre de petites communes. Aujourd'hui, le SDES propose un service de conseil en énergie qui inclut notamment un suivi des consommations des bâtiments, des visites de bâtiments, des préconisations. Et il y a également au sein de ce service un accompagnement décret tertiaire dans lequel on va vous accompagner justement à la réflexion sur qu'est-ce qui est assujetti sur votre patrimoine, donc repérer déjà l'assujettissement, et ensuite comment vous allez déclarer ça sur Opera, en même temps qu'après la récupération des données de consommation. Donc ça, c'est un accompagnement qu'on peut proposer dans le cadre de ce service. Si vous n'optez pas pour le service de conseil en énergie, le SDES et l'ASDER ont travaillé conjointement sur la mise en place d'un guide qui sera mis à disposition des collectivités de Savoie et qui vous reprendra un petit peu tous ces éléments de réflexion sur déterminer qu'est-ce qui est assujetti sur votre patrimoine, savoir ce que vous devrez déclarer sur Opera, un petit peu voir en amont quelles données vous devrez collecter. C'est grosso modo les données que j'ai rentrées tout à l'heure sur la plateforme. Et donc tout ça sera un petit peu récapitulé dans ce guide qui a pour but de vous accompagner dans votre déclaration et dans l'application du décret tertiaire. Donc voilà qui conclut notre présentation sur ce webinaire comment appliquer le décret tertiaire. Je vous propose qu'on passe un temps d'échange. J'ajouterais simplement que si vous n'êtes pas effectivement en service CEP, on peut vous répondre à quelques questions et vous donner des conseils de configuration. Donc on vous laisse pas seul. On ne pourra pas faire la déclaration à votre place parce qu'on n'en aura pas les moyens, pas le temps, mais on pourra quand même répondre à vos questions aussi bien le SDES que l'ASDER. Donc, un petit temps d'échange maintenant, ou peut-être, Augustin, quelques questions au préalable. Oui. Alors, on a eu quelques questions auxquelles j'ai déjà répondu à toutes les questions sur le chat. Je vais juste revenir sur quelques points importants. Il y a une question sur la possibilité de modifier les déclarations sur la plateforme. Donc, pour le moment, sachez que tout est modifiable. Vous pouvez encore corriger sans problème vos déclarations. Donc, n'hésitez pas à aller faire des essais pour prendre en main la plateforme. Il y a sûrement un moment où l'année de référence sera bloquée. Probablement pas avant le 30 septembre, en tout cas, puisque c'est la date butoir 30 septembre 2022. Donc, d'ici là, n'hésitez pas à aller faire des essais. On a une autre question qui concerne le cas le dernier cas que Romain a décrit, donc, concernant l'unité foncière avec le gymnase et la salle des fêtes. On avait plusieurs compteurs. Ouais, on peut revenir dessus. Ouais. Donc là, en l'occurrence, effectivement, il faudra sommer les consommations de gaz. Donc là, on a 2 compteurs gaz sur cette unité foncière. Il faudra sommer les deux consommations pour la déclaration sur Opera. Donc la déclaration des consommations, il faut vraiment la considérer à l'échelle de l'entité fonctionnelle et pas forcément à l'échelle du bâtiment. Voilà. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à intervenir.
Oui, bonsoir. Ici, c'est Emmaüs. Donc, à la Motte Cervelet, en fait, nous sommes 2 associations sur la Motte Cervelet, la communauté et Emmaüs Vêtements. Emmaüs Vêtements est locataire. Et donc, moi, tous les ans, il y a des sous-compteurs pour eux, pour le gaz et l'électricité. Et donc, tous les ans, je leur fais une facture pour le gaz et l'électricité. Mais pour moi, pour faire cette déclaration tertiaire, je vais prendre en globalité toute la communauté, y compris Emmaüs Vêtements, ou est-ce que Emmaüs Vêtements doit faire aussi une déclaration tertiaire, sachant qu'ils ont un numéro SIRET et nous aussi, on a un numéro SIRET. On est 2 entités différentes, mais sur le même terrain. Et c'est la communauté Emmaüs qui est propriétaire. Est-ce qu'aujourd'hui, le centre Emmaüs et Emmaüs Vêtements, c'est 2 bâtiments différents, si je ne me trompe pas? Oui, enfin, plus ou moins, parce qu'en fait, le bâtiment, il y a un bâtiment, mais tout appartient en fait à la communauté. Donc, après, il y a une partie de la salle de vente qui est prêtée à Emmaüs Vêtements. Donc là, il y a aussi bien des ventes pour la communauté que pour Emmaüs Vêtements. Ils ont un bâtiment qui est en bail amphithéotique, hein, leur centre de tri et leur bureau. Alors, c'est vrai que comme ça, c'est très compliqué. C'est un peu difficile de vous répondre comme ça sans avoir compliqué. Les éléments sous les yeux. En l'occurrence, s'il y a des sous-compteurs, il y a la possibilité de séparer les déclarations. Enfin, vous pouvez tout à fait... Mais la première étape aussi, c'est de voir vraiment si si Emmaüs Vêtements est assujetti, qu'est-ce qui est dans votre patrimoine est assujetti déjà. S'il n'est pas assujetti, la question ne se pose déjà pas de savoir qu'est-ce que je vais déclarer. C'est vraiment la première étape, c'est de voir qu'est-ce qui est assujetti. Et ensuite, vous réfléchirez à comment déclarer sur Opéra pour les bâtiments assujettis. Et au niveau des consommations à déclarer, il n'y a pas une nécessité que ce soit des compteurs de facturation. Vous pouvez tout à fait, les sous-compteurs suffisent en termes de justification. Mais à partir du moment où c'est de la vente, c'est bien du tertiaire quand même. Oui. Et donc, s'il y a plus de... vous avez expliqué tout à l'heure que le dépôt était certainement à considérer. Et avec les salles de vente, on a atteint effectivement les 1000 mètres carrés. Et dans tout ce qui est, par exemple, atelier, voilà quoi. Donc, quand vous nous dites qu'il faut vous poser la question si vous devez déclarer, moi, il me semble qu'on doit déclarer, quoi. Mais le bâtiment de Emmaüs Vêtements, là où ils trient et où ils ont des bureaux, ça relève de quoi? Je voudrais essayer de mieux comprendre, en fait. Est-ce qu'il y a un propriétaire unique du site? Oui. Ok. Donc ça, c'est la communauté, c'est ça? Oui. Donc, le propriétaire unique du site, il va faire une déclaration sur Opéra en tant que propriétaire. À côté de ça, il y a Emmaüs Vêtements qui utilise certains locaux. Exact. Ils en ont un en bail amphithéotique. Alors, comment ça marche, ça? Alors là, vous me posez une colle. Essayez de répondre sans tenir compte de ça. Donc, si on raisonne, en fait, il va falloir déclarer au moins une entité fonctionnelle qui serait l'occupation d'Emmaüs Vêtements. Les surfaces qu'ils occupent, sous-comptées a priori. Et après, dans les catégories, il y aura le découpage entre ateliers, lieux de stockage, etc. Oui, pour nous, oui. La première des répartitions, c'est le propriétaire, il déclare l'ensemble. Et après, il y aura des entités fonctionnelles par occupant. C'est-à-dire qu'il y a un occupant qui est quand même le propriétaire, il aura ses surfaces, et un deuxième occupant qui est Emmaüs Vêtements, qui aura ses surfaces. Et au sein de ça, chacun fera son découpage par usage, par bâtiment. Ah ouais. Pour moi, c'est ça. Par contre, le bail amphithéotique, je suis désolé, je ne peux pas vous répondre. Pour évoquer la question du bail amphithéotique, justement, dans cette slide, j'invite à aller voir l'exemple de cas AM5 qui évoque justement la question des bails amphithéotiques
Vous pouvez redonner le numéro du cas, s'il vous plaît? Il est noté là sur la présentation, c'est l'exemple de cas AN5. 5. Merci. Et en fait, il précise que dans le cas d'un bail amphithéotique de longue durée, alors là, c'est longue durée. Hein. Ouais, voilà. Le preneur à bail est considéré comme quasi-propriétaire. Il y a cette question de quasi-propriété qui est évoquée sur la foire aux questions. Et donc, à ce niveau-là, il est considéré comme un propriétaire à part par rapport au propriétaire, qui est le propriétaire bailleur. D'accord. Ce qui contredit tout ce que je viens de vous dire, en fait. Exactement. Ça veut dire qu'il y aura 2 déclarations autonomes. Il me semble. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Eh bien, dites donc. Merci. Merci beaucoup. Non, mais vous savez, je crois que c'est vrai que c'est des contraintes. Ça fait un petit peu peur, mais je crois que c'est pas si compliqué que ça. Effectivement, pour les communes, la partie, je dirais, la plus complexe, ce sera peut-être de réunir les données de consommation, les données bâtimentaires. Alors, évidemment, il y a des Comcom qui ont 20, 30 bâtiments, ça va demander du travail, c'est sûr. Hein. Mais pour les plus petites communes, bon, ça mobilise du temps. Ça mobilise du temps. L'avantage, c'est qu'après, et je pense que ce sera intéressant pour tout le monde, ça va permettre de mieux connaître son patrimoine. Et puis, on a quand même notre objectif que je vous ai mis au début, qui est notre carte météo du 18 juin, et à éviter que tout l'été soit des 18 juin. Et si les objectifs ne sont pas atteints pour X raisons, qu'est-ce qui se passe? Alors justement, on a une question là-dessus aussi. Alors la question porte d'abord sur l'échéance du 30 septembre. On reviendra après sur les objectifs. Donc, qu'est-ce qui se passe si une commune ne complète pas Opéra avant le 30 septembre 2022? Pour le moment, donc, il y aura des rappels qui seront envoyés sous forme de mise en demeure à l'ensemble des assujettis. On ne sait pas à partir de quand ils seront envoyés. L'idée pour le moment, c'est de prendre en main la démarche et d'essayer de faire du mieux que l'on peut pour respecter cette échéance. Et après, pour ce qui est du respect des objectifs en soi, donc ce sera vérifié du coup en 2031, quand l'année 2030 aura été déclarée. Oh, je serai mort. Ça dépend. Regardez, ils sont jeunes. Il y a plusieurs 200 millions. Donc encore une fois, il y aura un processus de mise en demeure, etc. pour laisser un peu le temps de réagir aux assujettis. Derrière, il y a une sanction financière qui s'élève à 7 500 € par manquement, entre guillemets. Donc, suivant le nombre d'entités assujetties, ça peut aller plus loin. On rêve. Et après, c'est le principe du name and shame, c'est-à-dire que l'ensemble que ce soit les communes ou les privés qui n'auront pas respecté les objectifs, disons que le nom des communes et le nom Comment on peut faire, non seront publiés ils seront marqués en rouge sur Internet. Dis donc, c'est assez sympa ça, tiens. Oui, non mais moi, je rajouterais quand même que pour avoir participé à des réunions avec l'ADEME, enfin tout l'État, il y a quand même une conscience de la difficulté. Il y a vraiment une volonté d'une appropriation cette première année-là, et le coup près ne va pas tomber tout de suite. Il y a cette conscience-là. Donc, j'espère, parce que pour les communes, c'est quand même très, très lourd. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et pour Emmaüs, donc. Voilà. Oui, non, c'est certainement, oui. Pour tout le monde. Et si vous avez vu cette démonstration de Romain, c'est vrai que malheureusement, ça va demander un petit peu de temps pour mettre les choses en place, pour rentrer votre patrimoine. Mais bon, les années d'après, ce sera bien plus léger. Par contre, il y aura le plan d'action où là, il faudra mettre en œuvre parce que, comme je vous disais tout à l'heure, l'objectif, c'est vraiment limiter le changement climatique. Il ne faut pas perdre de vue ça. Et il y a des actions à mener, quoi. Oui, c'est sûr qu'il faut penser avoir plus le temps de penser. Il faudrait plus avoir le temps de penser aux actions que non pas à cette. Enfin, il faut bien partir de quelque chose quand même. Oui.
Quand on n'a pas de compteur sur une voiture, on ne sait pas combien on roule. Ça, c'est vrai. Le moyen de savoir ce qu'on va faire comme économie, il faut mettre un compteur à un moment. Non, non, c'est super, mais si on a vraiment des gros travaux à faire, financièrement, c'est très compliqué pour nous. Je pense que ça va être compliqué. On a des stagiaires à l'ASDER qui font des projets d'études chez vous. Mais oui, bien sûr. Mais c'est eux qui nous ont mis la puce à l'oreille. Ben oui. Parce qu'on était totalement dans l'ignorance de la chose. Mais d'ailleurs, comment circule cette information-là sur tout ça? Parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de... On n'en a pas, en fait. Oui, Dans les de médias, mails ou de ils choses n'en comme parlent ça pas. pour ce décret tertiaire. Si vous n'aviez pas été là, est-ce qu'on aurait... On n'aurait pas su. Hein. On ne l'aurait pas su, en fait. Non. Nous, on a cette information-là parce qu'on est forcément dans des réseaux professionnels. Oui, et bien sûr. Et donc, on relaie, nous, comme on peut. Ça fait le deuxième qu'on fait. Il y a la région qu'on a faite. Mais effectivement, il faut être dans les petits carnets pour être informé. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau du privé. C'est vrai que nous, on travaille plutôt avec le public. Ouais. Il paraît qu'ils ont fait des spots publicitaires sur les programmes actés à la télé. Ah bon? Oui, on dit ça. C'est dommage. Il y a d'autres questions des communes? Eh ben, ça a l'air... Juste, vous avez parlé du guide là qu'on pouvait se procurer. Est-ce que c'est un guide qui est uniquement à destination des communes ou est-ce qu'on... À la fin, là, vous avez parlé de, voilà, si on voulait avoir un peu des conseils, on pouvait contacter certaines personnes ou sinon on pouvait discuter d'un guide. Ce guide... Il sera en téléchargement sur nos sites respectifs. Donc, si vous le téléchargez, que vous n'êtes pas une commune, vous ne le dites pas. Oui, c'est ça. D'accord. Non, c'était juste. OK. Il sera un petit peu axé commune, mais il est axé commune, hein, j'ai l'impression. Les cas s'appliquent à tout le monde. Mais sachez que les ressources et la FAQ sur Opéra, vous avez vraiment énormément de choses. D'accord. Et il y a des webinaires en replay, donc vous n'êtes pas sans outils. Le plus difficile sera de mobiliser le temps et de rassembler les infos. Oui, parce qu'alors ça... Ouais. Bon, on va trouver. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Hein. Merci beaucoup. Merci. Et bon courage à tous. Oui, merci, bon courage. Oui. Eh ben, écoutez, si on n'a pas d'autres questions, on va vous remercier pour votre présence et puis on va conclure ce webinaire. Oui, très bien. Merci. Eh ben, merci d'avoir accepté l'Isère. Ah bon, mais on ne savait pas. Ah bon, vous ne saviez pas? Non, la communauté de communes Cœur de Chartreuse est quand même un petit peu avec vous. Ah bah oui, bien sûr. Merci en tout cas. Je n'avais pas pu aller à la réunion de la semaine dernière. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci et bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Ok. Il n'y a plus d'autres questions là-bas. Arrête la vidéo.